ensemble, on va aborder la troisième et dernière thématique de cette table ronde. Nous allons parler RH, nous allons parler inclusion et nous allons parler formation. Donc il y a quelques très bons exemples en Vendée. On va commencer par parler inclusion. Il y a quelques très bons exemples en Vendée, comme vous, Christelle, comme l'atelier des pâtes, pour parler inclusion. L'atelier des pâtes, donc à Chantonnay, c'est un restaurant où travaillent notamment des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Mais bonjour à tous déjà. Effectivement, l'atelier des pâtes à Chantonnay est un restaurant traiteur où nous sommes en phase de recrutement en fait, de personnes éloignées de l'emploi. Initialement, on est donc 2 co-gérantes qui avons travaillé dans le secteur médico-social et qui avons quitté nos emplois pour pouvoir en fait ouvrir ce lieu de restauration pour qu'il soit accessible à des personnes pour qui l'emploi est compliqué. Donc, c'est des personnes qui peuvent être en situation de handicap, mais aussi, ça peut être des jeunes qui se cherchent une voie. Et nous, on se veut être ce lien, en fait, qui permette, en fait, à ces personnes d'avancer vers un emploi pérenne et durable dans le milieu ordinaire du travail. Donc, nous, notre entreprise, c'est une SARL à la base. C'est pas une entreprise adaptée, c'est pas une entreprise d'insertion. Il a fallu qu'on se confronte nous-mêmes, en fait, aux difficultés de l'entrepreneuriat pour les comprendre et à un moment pouvoir entraîner dans notre sillon, et en tout cas on l'espère, des entrepreneurs qui pourraient être frileux pour accompagner et en tout cas accueillir les personnes qui sont dans ces situations. Vous voulez être un peu un laboratoire finalement ? On voudrait être une vitrine. C'est comme ça qu'on se présente. On se dit que si sur une toute petite TPE, parce qu'on n'est que 2 aujourd'hui, on fait tout, on gère, on fait la cuisine, on fait le service en salle. On se dit que si chez nous c'est possible, dans des entreprises avec des moyens et une assise un peu plus forte, un peu plus longue que la nôtre, on se dit que ça peut aussi être possible chez eux. On voudrait aussi être un peu des interlocuteurs privilégiés pour un moment, si les personnes rencontrent des difficultés à accompagner ces personnes, on puisse aussi les orienter sur les organismes qui peuvent le faire. Parce qu'effectivement, on n'est pas seul en fait dans cette aventure. Il y a plein d'organismes qui peuvent accompagner des entreprises qui souhaitent en fait avoir cette envie d'inclusion et d'ouvrir en fait leurs portes à des personnes qui peuvent avoir des difficultés de trouver un travail. Vous avez commencé à faire passer des entretiens ? Oui. En fait, on a commencé. Alors déjà, dès le départ, on a accueilli des stagiaires en situation de handicap. Là, pour le coup, on a travaillé avec un organisme de formation qui est situé à Saint-Hermine, c'est rigolo, qui s'appelle la formation gourmande. À la base, c'est un centre de formation classique ouvert à toute personne désireuse d'apprendre en fait les métiers de bouche. Et en fait, cette personne a aussi ouvert ce centre de formation à des personnes en situation de handicap. Et nous, on a été aussi, entre autres, parmi d'autres restaurants, des personnes qui ont pu accueillir en fait ces stagiaires. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus, j'ai perdu mon fil. Non, mais moi, je voulais rebondir. Non, j'étais en train de dire, vous avez vu, c'est comme dans certains films. En fait, il y a un point commun entre chaque personnage et puis on les découvre au fur et à mesure. Donc, on aura beaucoup parlé de Chantonnay, de Saint-Hermine et des différents parcours de chacun. Je vais quand même me tourner à nouveau vers vous, Jacques et Bruno. Comment ça se passe chez vous dans vos entreprises en interne en matière d'inclusion et d'ouverture des postes à l'ensemble des publics ? Alors, on n'a pas la prétention d'être exemplaire. Je pense qu'on a forcément des marges de progrès en la matière. C'est vrai que la solution de facilité, c'est d'aller vers un public, je dirais, plus classique. Ça reste malgré tout une préoccupation au niveau du service ressources humaines. Et puis, en tant que DG aussi, c'est important aussi de les stimuler pour justement prendre notre part, en quelque sorte. Alors, évidemment, il y a des postes qui sont plus faciles à pourvoir que d'autres. Enfin, il y a des métiers par rapport aux enjeux de risque, etc., qui font que c'est pas évident. Mais je persiste à penser qu'effectivement, on a encore des marges de progrès. Alors, j'ai parlé de notre plan Planète. On a aussi un projet RSE. Et un des axes de notre projet RSE, c'est tendre la main à chacun pour le faire grandir. Et donc, on essaye de s'améliorer, parce que là aussi, on n'est pas parfait, nous non plus. On essaye de s'améliorer soit pour les personnes qui vieillissent dans l'entreprise et qu'il faut pouvoir garder, proposer des postes.
Dans une usine, on travaille en 3-8, et évidemment, c'est de plus en plus compliqué quand on vieillit. Donc, c'est de proposer des postes de jour et donc de trouver des ateliers pour faire travailler les personnes de jour. On a aussi tout un plan sur les handicapés. Je vais vous citer l'exemple de quelqu'un qui est devenu aveugle, qui était un opérateur de production, qui est devenu aveugle progressivement, atteint d'une maladie, et qu'on a gardé à son poste de travail. Vous imaginez bien, il monte des portes d'entrée, donc ça veut dire qu'on a équipé tous les postes pour qu'il soit capable de travailler. Voilà, mais je voudrais parler, moi, d'autre chose aussi, dont c'est le mal logement. Alors, c'est une autre forme de difficulté ou d'inclusion, c'est les gens qui n'arrivent pas à se loger en France. C'est un drame absolu. D'autant plus que nos récents gouvernements n'ont rien fait pour améliorer la situation. Et donc, on a aujourd'hui, vous le savez, vous avez vu ça à la télévision, de plus en plus de gens qui ont un emploi et qui dorment dans leur voiture. Bon. Et donc, nous, là, alors là ça fait partie toujours de notre projet RSE, c'est de développer du logement aux herbiers. Et là, la famille Liébaud, avec sa fondation, fait en sorte de créer du logement aux herbiers, d'investir pour créer du logement aux herbiers. Et puis, on a aussi des logements d'urgence. On a une assistante sociale dans l'entreprise et quand elle est face à une situation d'urgence, de violence conjugale par exemple, eh bien on a des logements où on peut loger en urgence les salariés qui seraient malheureusement dans ce cas-là. Voilà, donc on essaye là aussi, dans le cadre de notre projet RSE, de développer beaucoup de choses. On travaille aussi pour la santé, la sécurité. On travaille énormément sur la sécurité de nos salariés, la sécurité des salariés de nos clients, pour poser nos fenêtres. Voilà. Et puis peut-être, vous savez que dans le cadre, pour terminer sur une note du Vendée Globe, nous avons un bateau qui s'appelle Initiative Cœur et dont le but de ce projet, c'est de sauver des enfants. On sauve beaucoup d'enfants dans le cadre de ce projet. On a l'objectif d'en sauver plus d'une centaine dans le cadre du Vendée Globe. On est à 45 aujourd'hui. J'espère que le bateau va aller au bout et qu'on pourra atteindre notre objectif de sauver une centaine d'enfants. Et malheureusement, Sam Davis n'a pas les lunettes de Florian. Et ça, c'est... Voilà, je suis désespéré. Elle n'a pas des fenêtres Caline non plus. Est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, la politique RH ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise? Il faut aller au-delà et s'occuper des collaborateurs, pas uniquement sur leur temps de présence dans l'entreprise. Alors, c'est plus que la politique RH, c'est la politique RSE. Alors, grand débat, quelle est la place des RH dans les RSE, mais c'est la politique RSE. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est récent dans les entreprises, c'est l'intégration de ces politiques RSE qui vont bien au-delà. Et vous avez raison, on a un axe qui est de s'ancrer dans les territoires. J'ai parlé du logement, mais aussi de travailler avec énormément de partenaires locaux, avec des associations locales. Donc oui, je crois que au-delà des RH, c'est les politiques RSE, mais vous avez tous, j'imagine, vos stratégies RSE. C'est la stratégie RSE qui est un mouvement récent et qui ouvre des perspectives phénoménales, au-delà de l'entreprise. Alors ça, Christelle, forcément, ça doit résonner en vous. Oui, après, c'est vrai que je voudrais rebondir un petit peu sur ce que dit monsieur, sur le fait nous, on a trouvé beaucoup d'humanité dans les entreprises du territoire. C'est vrai qu'on venait d'un milieu où effectivement l'humain avait une place importante et on s'est rendu compte que dans les entreprises avec lesquelles on est amené à collaborer aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'humanité. Ça vous a surprise ? Non, mais ça nous a confortés. En fait, on s'est dit qu'effectivement... un entrepreneur n'était pas qu'une personne qui était là pour faire tourner une entreprise, qu'il y avait effectivement toute une dynamique d'accompagnement et d'humanité autour de ces personnes qu'on a découvert nous. C'est vrai que c'est un milieu qui nous était totalement inconnu. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'entrepreneurs. On fait partie d'un groupement d'entrepreneurs dans le territoire. Et beaucoup nous demandent où est-ce qu'on en est, en fait, dans notre recrutement, dans cette dynamique qu'on a souhaité donner, en fait, à cette entreprise. Et nous disent qu'effectivement, le jour où vraiment on aura des personnes avec lesquelles il sera possible de les présenter dans leurs entreprises, c'est avec plaisir qu'ils travailleront avec nous. Donc c'est vrai que ça conforte en fait le fait qu'on ait pris une bonne voie quelque part et que les gens sont réceptifs et que si dans un premier temps ça se fait pas non plus rapidement, mais comme tout changement, on sent qu'il y a vraiment une dynamique de vouloir aussi accompagner ces personnes et c'est encourageant.
Cet accompagnement des collaborateurs, messieurs, vous l'avez dit, alors je ne trahis pas de secret, c'est bientôt la fin de vos missions respectives dans vos entreprises. Je ne sais pas, voilà, je le dis comme ça. Est-ce que ça a beaucoup évolué, justement, ces ressources humaines, la RSE, entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui, où on est bientôt donc à la fin de vos mandats? Alors beaucoup, je ne sais pas. C'est un cheminement. Je pense qu'effectivement, quand même, il y a une beaucoup plus grande appétence de la jeune génération par rapport au sens que renvoie le métier de l'entreprise. Et ça, effectivement, je pense qu'il y a 20-30 ans, les limites, la vocation même de l'entreprise importait peu, alors que là, et ça renvoie à la première table ronde, enfin, sur les enjeux, respect de l'environnement, etc., enfin, tous ces aspects-là, enfin, une entreprise qui fait du sens. Voilà, et ça, on voit de plus en plus de jeunes qui vont venir vers une entreprise comme la nôtre parce qu'ils considèrent que voilà, ça fait du sens par rapport à l'environnement, par rapport à l'alimentation durable, par rapport, etc. Et voilà, ils ne vont pas aller vers une entreprise du CAC 40 qui serait vraiment sur des activités polluantes et tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, je pense, et qui chemine. C'est quelque chose qu'on retrouve également, Bruno, chez vous? Ah non, mais ça, tu as tout à fait raison, c'est un changement phénoménal. L'entreprise doit avoir du sens, son métier doit faire du sens pour la planète. Je pense qu'il faut vraiment... les jeunes d'aujourd'hui vont aller vers des entreprises, j'enfonce les portes ouvertes, vous le savez bien, vers des entreprises dont l'activité même fait du sens. Je pense qu'ils vont se détourner de plus en plus d'activités qui n'auraient pas du sens vis-à-vis de la planète. Voilà, donc ça, c'est un élément majeur. Et puis, donc, le métier lui-même doit faire sens. Et puis, tout ce qu'on fait autour doit faire sens. Il faut avoir aujourd'hui énormément de projets RSE ou même d'innovation. On en a longuement parlé autour de la décarbonation ou de la production d'électricité, etc. Il faut... Là, c'est devenu... Voilà, si on veut attirer les jeunes, il faut avoir un métier qui fait sens et il faut développer énormément d'actions d'innovation, de RSE. Et moyennant quoi, c'est formidable. Et moyennant quoi, l'entreprise reste un ancrage pour eux. Alors, je pense que on l'a tous vécu pendant le Covid, à quel point l'entreprise a été un point d'ancrage. Peut-être tout devenait tellement flou autour. On a vécu des choses extraordinaires, tous, dans nos entreprises, au moment du Covid, de gens qui ont vraiment considéré l'entreprise et qui sont venus travailler de façon volontaire, parce qu'ils n'étaient pas obligés. Donc on a bien perçu ça, mais si on a ce métier, ces actions, l'entreprise reste un ancrage et les jeunes, on est pourtant dans une génération zapping, vous le savez bien, mais je pense qu'on va réussir à les fidéliser le plus possible grâce à ça. Alors, sens, innovation, effectivement, ça ce sont des éléments nécessaires, mais pas suffisants. C'est-à-dire que le troisième élément majeur, c'est quand même l'ambiance générale de l'entreprise. Ce que l'entreprise va transpirer à l'extérieur, et ça c'est le bouche à oreille des gens qui y travaillent, qui vont vous dire on se sent bien, il y a des bonnes équipes, voilà, on peut discuter avec le DG dans les couloirs sans passer par X personnes. Enfin, c'est plein de petites choses assemblées qui vont faire que voilà, les gens se sentent bien, se sentent dans une entreprise à taille humaine, ils ne sont pas considérés comme des pions. Et ça c'est effectivement quand même, parce qu'on peut cocher les deux premières cases. S'il n'y a pas ça, voilà, le bouche à oreille va fonctionner négativement et vous n'allez pas tirer grand monde. Donc c'est les trois réunis qui est la bonne alchimie qui va faire que vous aurez une marque employeur solide et efficace. Et ce qui est compliqué, c'est de mettre des choses concrètes finalement derrière ça. Ouais. Parce que dire il faut que ça fasse sens, qu'on se sente bien, c'est une chose, mais très concrètement dans l'entreprise, ça se passe comment? Je vais vous donner un exemple. J'ai parlé de fenêtres, on fait aussi des façades. Westalu, vous savez, c'est l'origine du groupe. Donc on est un grand façadier français. Donc notre métier, ça consiste à faire des façades dans des grands immeubles tertiaires. Vous allez me dire, qu'est-ce qui fait sens pour la planète? Eh bien justement... qu'est-ce qui fait sens? Dites-le nous. Alors justement, on a développé un service de démontage des façades, de service et d'entretien. Et grâce à notre fonderie, et la boucle est bouclée, grâce à notre fonderie, on va démonter les façades. On va produire un nouvel aluminium bas carbone. On va aussi recycler les verres. Et notre partenaire Saint-Gobain, on parle de partenariat et de verre,
va nous livrer du verre bas carbone, issu de recyclage de verre. Et avec ça, on va faire des nouvelles façades et on va réinstaller les nouvelles façades. Et donc voilà comment un métier, qui est un métier vraiment d'entreprise de bâtiment, a retrouvé un sens énorme, parce que pour tous les jeunes qui vont nous rejoindre, eh bien, c'est la parfaite boucle. C'est-à-dire qu'on prend le produit, on le transforme et on le réinstalle. Et il est beaucoup plus performant, évidemment, sur le plan thermique, sur le plan acoustique et sur le confort de vie à l'intérieur, parce qu'on change complètement la conception du produit, mais il est surtout totalement bas carbone, puisque c'est la boucle fermée, il est issu du produit précédent. Une vieille façade est devenue une nouvelle façade. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut attirer, fidéliser les nouvelles générations en se disant, voilà, là, je suis dans une entreprise... qui fait du sens. Moi, j'en suis convaincu, bien sûr. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qui est dit. Ce que je trouve qui est important, en fait, c'est aussi toute l'adaptabilité qu'on va mettre autour d'un emploi. Effectivement, aujourd'hui, il y a des gens pour qui travailler à temps plein, ça n'a pas de sens. Si on revient sur la notion de sens, en fait, dans un milieu professionnel. Je voulais aussi ajouter qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous appris à un moment. Nous, on s'est retrouvés il y a 1 an et demi dans une situation qu'on n'avait pas connue jusqu'alors. Et ça nous a permis d'être à un moment de prendre du recul et d'être humble par rapport effectivement aux gens qui arrivent dans les entreprises. On ne peut pas arriver dans une entreprise tout savoir. On ne peut pas arriver dans une entreprise et avoir forcément les outils que tout le monde a. Et cette ouverture d'esprit et cette adaptabilité fait qu'à un moment, effectivement, il y a une place pour tout le monde dans une entreprise, dès lors qu'on a envie, en fait, que tout le monde ait une place dans une entreprise. Et c'est vrai que l'adaptabilité, le fait de pouvoir être... pouvoir à un moment se dire, il n'existe pas un schéma, en fait, de l'employé parfait. Ça n'existe pas, l'employé parfait. Et s'il faille mettre un petit peu de moyens, de choses, je pense notamment à tout ce qui est outils visuels, tout ce qui peut être... Là, vous parliez de la personne qui a perdu le sens de la vue. C'est vrai qu'il y a des personnes, il faut le savoir, qui ne savent pas lire, qui ont des difficultés dans l'écriture. Des fois, une image, quelque chose qui lui parle, va lui permettre de réaliser très rapidement et facilement en fait, une tâche. Il faut simplement connaître bien les gens avec qui on travaille et qu'on accompagne pour qu'à un moment, il y ait une place pour tout le monde dans cette société. Pour autant, il va y avoir aussi des exigences de résultats. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être sur un temps plein, vous, à côté, par exemple, au restaurant, il faut bien répondre aux commandes. À Cavac, il va bien falloir quand même produire quelque chose avec une quantité à atteindre à la fin du mois. Donc, comment on fait pour s'adapter au temps à ces nouveaux collaborateurs? Alors après, c'est une façon de calculer. Enfin, nous, on l'a fait, ce calcul. Il y a des aides qui existent à l'accueil de personnes. Il peut y avoir des aides de l'État pour l'accueil de personnes qui ont vraiment des difficultés et qui ont besoin d'une adaptation sur un poste. Ça existe. Il faut aller voir France Travail, il faut aller voir Cap Emploi, il faut aller voir tous ces partenaires-là qui, à un moment, peuvent vous trouver des solutions. Et puis, avoir 2 personnes à temps partiel ou une personne à temps plein, peut-être que finalement, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. On a effectivement 2 personnes à former, mais sous un principe de tutorat, on trouve toujours, enfin, on a l'espoir en tout cas, qu'on trouve toujours quelqu'un qui a envie de transmettre son savoir aux autres. Et puis avoir 2 personnes au lieu d'une qui se relayent peut-être sur du... Voilà. Comme c'est le cas, j'ai envie de vous dire, sur des 2-8, même si c'est des temps pleins et pas des temps partiels, il y a bien plusieurs personnes qui aujourd'hui font le même travail sur 2 temps complètement différents de travail. Il y a des choses qui peuvent... Après, ça se calcule, chacun, effectivement, tout ne peut pas s'adapter à outrance, mais effectivement, il y a des choses qui sont très simples et qui peuvent se mettre en place. Ce sont des réflexions qui peuvent être appliquées dans vos entreprises, que ce soit Cavac ou Liébo? Oui. Ça ne peut pas être open bar, effectivement. Il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent être cadrées. On ne peut pas mettre n'importe quel profil n'importe où et adapter les horaires en fonction des désirata de chacun. Mais une chose est certaine, c'est que la présence de personnes différentes dans un service, dans une équipe, crée de la bienveillance. De toute façon, ça c'est une certitude. Donc quand c'est possible, ça ne peut être qu'un plus pour le collectif, ça c'est certain.
Donc le vrai défi, c'est de trouver le juste milieu entre répondre aux envies de ces nouvelles générations ou de ces personnes. Alors là, on parle plus de personnes Après, adaptées, je pense que peut-être les ambitions plus. des jeunes générations ne sont pas complètement, même si les difficultés ne sont pas les mêmes, quoique il y a des jeunes générations qui ont aussi des difficultés, des handicaps sociaux. Effectivement, c'est une réalité. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se regroupent et qui se croisent. Mais le télétravail, par exemple, qui n'est pas déclinable dans tous les métiers, forcément, hein, parce que, est déjà aussi une forme d'adaptation et de souplesse. Hein, et effectivement, les entreprises qui considèrent qui donnent un non catégorique au télétravail, effectivement, vont se fermer des portes par rapport à des jeunes qui aujourd'hui aspirent, considèrent que ça fait vraiment partie intégrante de leurs attendus pour certains. Alors évidemment, quand on dit ça, il y a les 2/3 des postes dans nos métiers qui ne sont pas adaptés pour du télétravail. Mais quand c'est possible, ça en fait partie. Hein. La souplesse, c'est une forme de souplesse. Ça fait partie des us et coutumes. Désormais. Eh bien, écoutez, merci. On va inviter notre dernière intervenante à résumer un petit peu les grandes lignes de cet échange. Isabelle Painacker, qui est responsable régionale développement de l'association GSC. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, j'ai retenu beaucoup de choses. C'est vrai que les enjeux RH sont bien différents de ce que moi j'ai pu connaître quand j'ai commencé, je pense. Et pour vous, la même chose pour vous, je pense. Donc j'en retiens que une entreprise doit être être agile et s'adapter quand même aux nouvelles générations et aux nouveaux collaborateurs. C'est vrai que ce sont je pense qu'il y a beaucoup plus d'humanité en fait qu'il y en a eu avant, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a des évolutions du RH parce que la jeune génération est vraiment en quête de sens et recherche des entreprises qui font sens pour eux. Et donc il faut que ça fasse sens vis-à-vis des enjeux et environnementaux. Donc la marque employeur est très importante pour les fidéliser, mais aussi pour le recrutement. Mais bon, on parle de cette. On n'a pas trop parlé de qualité de vie au travail. C'est vrai. C'est ce qui m'a peut-être manqué un peu, mais. Pardon ? Ouais, oui, tout à fait. Vous avez parlé de l'ambiance. Donc maintenant, on ne parle plus de QVT, mais d'ambiance. Non, mais on peut, hein. C'est pareil. C'est plus joli, ambiance, c'est plus sympa. C'est vrai, ça fait plus convivial, tout à fait. Donc, par contre, on oublie également un acteur qui est quand même incontournable dans la vie de l'entreprise. C'est l'entrepreneur lui-même. Oui, le chef d'entreprise, il est bien souvent seul à la barre, en fait. Il est quand même isolé dans ses prises de décision. Il est soumis aussi à une lourde responsabilité, à un stress financier très important, surtout au regard du contexte économique actuel. Et face à ce stress et à la peur de l'échec, des solutions existent, mais elles restent encore largement méconnues, comme l'assurance perte d'emploi créée par les organisations patronales et l'association est promue par l'association GSC que je représente en Vendée. Et donc il s'agit d'un service que vous pouvez bénéficier en tant qu'adhérent du MEDEF Vendée. Et donc pour conclure, le message que je veux adresser moi ce soir aux entrepreneurs présents ce soir, c'est vrai, maintenir le cap, j'ai bien vu, hein, c'est formidable et tout est fait vraiment pour embarquer tout le monde. Mais moi, je vous invite à songer à protéger votre propre trajectoire personnelle parce qu'il s'agit aussi de l'un des grands enjeux de demain.
Donc je vous souhaite tous bon vent et bonne mer. Et merci. Merci. Allez, ça va être la dernière possibilité pour vous de poser des questions à nos témoins de ce soir. Ah, oui, il y en a au fond. Alors, face à tous ces enjeux là, climatiques, d'innovation et autres, je voulais poser la question plutôt au grand groupe de quelle place vous laisseriez ou vous laissez aujourd'hui à l'intrapreneuriat, c'est-à-dire à la possibilité de jeunes ou de moins jeunes, avec une idée, de la développer au sein de vos entreprises pour pouvoir aller plus loin et peut-être demain créer de nouveaux process ou de nouvelles idées. Alors, moi, j'ai un exemple qui vient à l'esprit, j'en ai pas 50 d'intrapreneuriat, c'est comme ça qu'on dit. C'est effectivement une personne du service céréales chez nous qui avait la passion de la bière et puis qui commençait à développer sa petite brasserie dans son garage. Et du coup, en fait, on a saisi l'opportunité, enfin, ils étaient même deux à travailler un peu la question. Et donc, on leur a mis un bâtiment à disposition. Voilà, on a investi dans une brasserie. Donc, vous trouvez la coopine de Vendée, vous la trouvez, ou la copine maintenant à la fois en grande distribution et puis dans les magasins spécialisés. Voilà, on a une petite brasserie, mais qui est née d'une réflexion interne de deux personnes. Après, on a de plus en plus de jeunes, effectivement, je suis assez admiratif d'ailleurs, qui se lancent à l'image de Florian d'ailleurs, qui montent leur boîte, des fois avec des prises de risques importantes, mais enfin qui se mettent à leur compte des fois sans prise de risque importante parce qu'ils sont seuls, mais bon voilà. Là on les accompagne plutôt dans le cadre d'une rupture de leur contrat aménagé qui leur permettent aussi derrière d'avoir un peu d'aide pendant un certain temps, etc. Mais là du coup c'est plus de l'intrapreneuriat, c'est plus de les aider à aller au bout de leur projet à titre individuel à côté. Donc en interne, j'ai pas 50 exemples qui me viennent à l'esprit, mais bon, pourquoi pas. Alors c'est une très bonne question et nous, on n'est pas bon. Et c'est peut-être moi qui suis pas bon, puisque j'ai porté ce groupe pendant toutes ces années. Nous, on a vraiment fait un énorme développement de l'entreprise. Enfin, moi, quand je suis arrivé, je vais vous dire franchement, Caline faisait 50 millions. Aujourd'hui, il en fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça a été une énorme aventure collective de développement de cette entreprise qui nous a qui a consommé toute notre énergie et toutes nos ressources financières. On a construit 10 usines en France en 20 ans. Voilà, donc c'est peut-être ça l'entrepreneuriat. Voilà. Mais alors, on n'a pas nourri beaucoup d'entrepreneuriat autour de nous. On s'est énormément consacré au développement de l'entreprise et avec tous ces projets dont j'ai parlé. J'ai un exemple qui est lié qui trait à Internet, où effectivement on avait lancé un petit business, alors typiquement la start-up interne, et qu'on a porté pendant 4-5 ans et qu'on a revendu au bout de 4-5 ans. Voilà. Donc, cela étant, je sais très bien que des entreprises comme nous ont des incubateurs de start-up et que c'est probablement une excellente fertilisation. Et je vais laisser ça aux jeunes. Voilà. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Et je dis pas que j'ai eu raison, mais bon, j'ai fait autre chose. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'ils fassent maintenant. Voilà. Je vous ai répondu franchement. Monsieur au fond, vous aviez une question. Oui, bonsoir Olivier Clodon, moi je suis le directeur général de la DAPI ARIA. Alors nous accompagnons des personnes porteuses de handicap mental. Alors il se trouve qu'on a la chance d'être le fournisseur de tous les intervenants de ce soir, sauf de Florian. Il faut qu'on se voit tout à l'heure. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, il faut qu'on se voit tout à l'heure. Vous avez parlé beaucoup de sens pour attirer, fidéliser, notamment les plus jeunes de vos collaborateurs. Moi, la question que je me posais en vous entendant, vous parliez beaucoup de respect de l'environnement, etc. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous sentez aussi que l'accueil de personnes un peu différentes dans vos entreprises pourrait faire sens et participer justement à cette fidélisation ou au fait d'attirer certains publics et des jeunes notamment. La question que je me pose, c'est est-ce que le fait d'avoir dans vos entreprises des personnes handicapées mentales peut aussi faire sens pour vos collaborateurs, puisqu'on parlait d'insertion et d'inclusion?
J'ai répondu un petit peu, même si je vous dis, on a certainement beaucoup de progrès à faire. Je reste convaincu que c'est un gage effectivement de bienveillance qui irrigue tous les services concernés, hein, quand effectivement il y a ce type de profil au sein des services. Ça, j'en suis convaincu. Après, c'est pas pour autant qu'on a ce type de profil dans toutes nos activités. Oui, là aussi, je vais faire une réponse un peu comme j'ai fait à l'instant. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas tout à fait des exemples en la matière. Le tout, c'est d'avoir des axes de progrès. Et une fois de plus, on revient à la RSE. Nous, dans la RSE, il y a vraiment tendre la main à chacun pour le faire grandir et s'occuper et embaucher des gens en situation de handicap. Donc ça fait partie de nos axes RSE que nous allons développer maintenant. Je ne vais pas vous dire que par le passé, c'est quelque chose qu'on a beaucoup privilégié, là aussi sans doute à tort, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et c'est ce que la RSE apporte, parce que ça oblige à se poser toutes ces questions, et donc à avancer. Et donc là nous, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des plans d'action et on va avancer en la matière. Christelle, moi je voulais juste ajouter qu'effectivement, ce n'est pas une question de bien faire ou de mal faire, on n'est pas là pour juger le comportement de chacun, loin de là. Juste un moment se dire qu'effectivement, ces publics différents peuvent être de potentiels candidats dans vos entreprises. Et qu'à un moment, simplement se dire, voilà, on essaye, ça ne nous coûte rien, ça marche tant mieux, ça ne marche pas, on aura essayé. En tout cas, c'est déjà une première voie, un premier axe d'acceptation, effectivement, d'une place pour tous, comme vous le dites, en fait, clairement. Mais c'est sans jugement, hein. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des... C'est pas possible pour tout le monde, effectivement, d'avoir ce genre de démarche. Mais simplement se le dire, c'est déjà un début de réflexion. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Bonsoir d'ailleurs. Du coup, je suis étudiante à Audencia, je m'appelle Candy Charnot. Et du coup, je voudrais avoir votre avis du coup, pour une entreprise, une grosse entreprise comme les vôtres. Est-ce que vous préféreriez avoir le pôle de l'entreprise qui est responsable de la santé des employés, ou alors justement avoir un consultant extérieur qui s'occupe justement de la santé de vos employés dans votre entreprise? Avoir les compétences c'est le résultat à l'intérieur qui compte, ou en externe. Je ne sais pas, externe, interne, je n'ai pas d'avis sur la question. En fait, ce n'est pas un problème d'interne ou externe, c'est surtout d'avoir qu'un salarié qui a besoin éventuellement d'être accompagné, que ce soit physiquement ou psychologiquement, qu'il puisse avoir l'adresse où frapper, soit interne, externe, peu importe, vu de ma fenêtre. Alors, oui, moi je vais répondre assez classiquement. La santé des collaboratrices, collaborateurs au travail, c'est d'abord la sécurité. Et donc, dans les entreprises comme nous, une grande entreprise, c'est une guerre à jamais gagnée sur laquelle il faut se mobiliser en permanence pour assurer la sécurité de nos salariés. Et ça se fait complètement en interne. Ce sont des projets en interne, c'est du travail. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on met en place énormément de groupes de réflexion, les top 5, top 15, etc., qui réfléchissent en permanence sur la sécurité, comment ne pas se blesser. Et aujourd'hui, on a de très bons résultats en travaillant, mais c'est totalement en interne. Alors, j'ai peut-être pas répondu à votre question sur la santé, mais en tout cas, quand on travaille dans une entreprise où il y a des risques, parce qu'il y a beaucoup d'usines, et donc il y a les gens peuvent se blesser, se faire très mal, la priorité absolue, c'est le travail sur la sécurité. J'ai pas répondu à votre question. J'ai l'impression que j'ai pas répondu à votre question. Non. On sait que les services de médecine du travail sont quand même de plus en plus démunis. Ça, c'est une certitude. Donc, effectivement, si on n'a pas capacité à suppléer en interne, ou en interne, ou avec des tiers extérieurs. C'est une question qui est très délicate, parce que nous, on a intégré des infirmiers et ça n'a pas été extraordinaire. Et puis, je pense que tout le monde sait que la médecine du travail, c'est quelque chose qui est compliqué. Hein. Voilà, je ne vais pas entrer dans ce vaste débat. Alors, je ne sais pas très bien de quelle santé vous vouliez parler, pour être clair, mais voilà. Bon. Est-ce que la réponse vous va? Oui? Bon. Je vous propose de remercier l'ensemble des intervenants de ces tables rondes. Merci. On va pouvoir le temps... Alors, je vais vous inviter à découvrir la scène vue de la salle. Vous allez voir, c'est super.
Et je vais inviter, pour la conclusion, Alain Leboeuf et Sophie Georges-Herménereau à me rejoindre. Ah, c'est que vous faites une mise en scène. D'accord. Allez-y. Hop, tenez. Alors, le temps des conclusions est arrivé. Qu'est-ce que vous avez pu retenir, Monsieur le Président, de toute cette soirée ? Je ne sais pas comment dire. J'ai envie de redire combien, en tant que président de ce département, je suis fier de tout ce que je viens d'entendre. Entre nos entreprises ETI qui ont maintenant toute une ancienneté ici dans ce département, une coopérative qui a montré tout ce qu'elle était capable de faire, de jeunes entreprises et start-up, combien en fait tout le monde est engagé dans ce que vous avez intitulé comme transition. Et ces transitions, alors il y a beaucoup le terme carbone, décarboné, etc., qui a été prononcé ce soir. Je veux quand même juste rappeler pourquoi il faut que nous décarbonions. C'est surtout justement pour penser cette problématique climatique, finalement. Et dans un département où on a vécu Xynthia, dans un département où on a vécu aussi l'Erika, ce carbone qui est venu souiller nos plages, eh bien, que nos entreprises elles-mêmes soient vraiment porteuses de cette envie, de ce projet porté par les responsables, je veux dire, et bien évidemment toutes les équipes par derrière, eh bien, je pense qu'une fois de plus, la Vendée va continuer à se préparer à cet avenir. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est dire combien les transitions qui peuvent être déstabilisantes doivent finalement être surtout un projet et doit, au contraire, plutôt que d'être déstabilisante, eh bien, emmener des équipes vers de nouveaux horizons. Et ça a été là aussi plutôt bien dit, j'ai envie de dire. Alors vous le savez, au niveau de nos services publics, je vois toutes, j'allais dire, les complémentarités que nous essayons de mener dans ce département entre ce que les entreprises se sont engagées, j'allais dire, et puis ce qu'on propose. Il y a un sujet qui n'a pas été tellement abordé ce soir dans la décarbonation, c'est le transport. Et je me félicite que vendredi dernier, nous étions aux Herbiers à inaugurer cette 8e station-service avec du bio-GNV, fabriqués par nos agriculteurs, notre industrie agroalimentaire, et qui ont été pensés, ce réseau des stations-service ont été pensés pour l'économie vendéenne. Puisque je vous rappelle que ce bio-GNV, il est surtout distribué auprès des transporteurs de marchandises, mais aussi transporteurs de voyageurs, bien évidemment, et Arnaud le sait parfaitement. Dans l'autre point aussi où je vois vraiment ces complémentarités entre nos services publics et puis ces besoins de nos entreprises, c'est tout ce qui est autour du numérique. Et je rappelle qu'on a été le seul département en France, lorsqu'il a fallu déployer le numérique, à dire nous, on va commencer par nos zones d'activité. Et on amènera la fibre optique dans un second temps à l'ensemble des Vendéens, mais l'urgent de l'urgent, c'était nos entreprises. Puis le dernier point, en tant que président de ce département, c'est entendre aussi le dernier chapitre qui a été évoqué, c'est-à-dire l'ouverture à ceux qui sont peut-être un peu plus en difficulté pour trouver l'emploi. Et combien nos entreprises, à certains moments, disent on pourrait peut-être encore faire des efforts. Moi, je veux quand même là aussi faire un cocorico et vous en remercier. C'est que le taux de RSA sur le département est le plus faible de France. Et pourquoi il l'est ? Parce que vous êtes sensible. Parce que vous acceptez justement de faire ces efforts. Alors par contre, il y a effectivement une très bonne question qui a été posée par notre directeur de la DPIARIA, c'est par rapport justement au monde du handicap. Comment on peut encore faire des efforts aussi ? Vraiment, je trouve que cet écosystème vendéen entre l'entrepreneuriat,
nos associations qui se dépensent au quotidien et nos collectivités sont exemplaires. Je voulais juste vous le dire. Et donc, merci au nom de la Vendée. Le mot de la fin, il est pour vous, Sophie Gerger-Menroux. Quel regard vous avez porté sur cette soirée ? Alors, moi, je voudrais remercier tous les intervenants qui ont témoigné, qui ont partagé avec nous leur enthousiasme et leur passion. J'avoue que je venais ce soir pour prendre une bouffée d'énergie positive. Je l'ai eu. Merci beaucoup. Ça fait du bien en ce moment, franchement. Et dans mes remerciements, forcément, parce que normalement, les remerciements, on les fait au début. Mais là, on les fait à la fin. Donc, bien sûr, merci Alain pour ton intervention, ton témoignage. Merci Caroline et TV Vendée. Et puis, merci à nos partenaires qui ont pris le risque de partager leurs impressions sur chacune des tables rondes. Donc, la GSC, alors je vais dans l'ordre de sortie, la GSC, MMA, les entrepreneurs du futur et le Crédit Mutuel Océan. Et puis, je voudrais aussi remercier les services de la CCI qui ont œuvré avec nos partenaires pour assurer les pôles pendant tout le forum. Et il y a un des pôles sur lequel je voudrais revenir, c'est celui du paritarisme, où là, ce sont les mandataires du MEDEF de Vendée qui étaient à votre disposition et à votre écoute. Représenter les entreprises au sein des organismes paritaires tels que le tribunal de prud'homme, le tribunal de commerce, la CPAM, l'URSSAF ou autres, c'est le premier rôle du MEDEF et du MEDEF de Vendée pour le bien et pour l'intérêt de notre économie locale. Donc merci à eux. Et surtout, si vous n'avez pas eu l'occasion de les rencontrer, n'hésitez pas pendant l'apéro à aller faire leur connaissance et à échanger avec eux. Il y a toujours des mandats à pourvoir et on est toujours demandeurs de candidats et de volontaires. Donc, we want you, we need you. Et enfin, toute bonne chose a une fin qui est encore meilleure. Donc ça y est, c'est l'heure. Vous allez pouvoir y aller. Ça va être l'heure de l'apéritif. Et à l'apéritif, je voudrais remercier France Boisson Scénario et attirer votre attention sur le fait que vous aurez l'occasion de mordre dans des petits... Voilà, ils l'ont dit, des madeleines ça a l'air bon, en tout cas. Et des gâteaux sablés, sucrés et salés qui sont créés en local à Saint-Christophe-du-Ligneron par les Mordus. Donc n'hésitez pas, vous verrez, ils sont là-bas, je ne les vois pas parce que je suis totalement éblouie par les spots, mais vous verrez, c'est une découverte tout à fait intéressante et ça aussi, c'est du local. Donc merci beaucoup. Et ça se passe juste à côté. J'ai oublié un truc super important, je n'ai pas remercié le président. Non, j'ai pas remercié le président de la CCI et la CCI d'avoir accepté de co-organiser avec nous cette REF. C'est marqué là sur vos petites étiquettes, c'est l'événement économique de l'année. Alors pour la Vendée, c'était l'événement co-organisé pour nous. Mais au niveau du réseau MEDEF, tous les ans, il y a la REF Longchamp, c'est l'université d'été du MEDEF, organisée par le MEDEF et elle y invite le réseau CCI. Et nous, en Vendée, on avait envie de faire mieux. Donc, on a co-organisé notre REF, CCI MEDEF. Et donc, merci beaucoup au service, au président qui a accepté, et au directeur et à mon délégué général, parce que c'est le mien, Samuel, qui a œuvré avec son équipe Solène et Robin pour préparer cette soirée. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée.